Bonsoir à tous et merci d'être nombreux à assister à la présentation de la rentrée littéraire des éditions de Noël 2021. Un petit mot d'abord sur le nouvel esprit de Noël, puisque c'est une nouvelle équipe depuis 1 an et demi qui a repris la maison et qui a fait la belle place à la littérature française, avec la collection littéraire que vous allez voir et qui est donc la collection rouge. C'est Nathalie Iris qui va présenter cette rentrée littéraire. Je ne vous la présente pas, elle est donc la libraire de la Garenne-Colombe et puis aussi chroniqueuse à Télématin et RTL. C'est une rentrée resserrée, 4 titres, 2 français, 2 étrangers, mais 4 titres très différents et qui nous font voyager dans le temps, dans l'espace, mais aussi dans notre monde intérieur. Nathalie, à vous la parole. Écoutez, je suis vraiment très heureuse et honorée en fait de présenter cette rentrée de Noël. Effectivement, 4 titres, 2 titres français, 2 titres étrangers. On peut dire que finalement, il y a une espèce de parallélisme entre les titres étrangers et les titres français, puisque parmi les titres français, il y a un titre qui est vraiment tourné vers l'intime et un autre plus sociétal, et on retrouve également ça en titre étranger avec le Knausgaard qui est tourné vers l'intime et puis le Cristina Morales qui va dénoncer en quelque sorte un travers de notre société. Alors nous allons commencer tout de suite avec Christine Détré. Christine qui publie donc ce roman, qui a écrit ce roman Pour te ressembler. Alors Christine, en fait, a perdu sa maman à l'âge de 2 ans. Sa maman est morte dans un accident de voiture. Et évidemment, Christine ne se souvient absolument plus de sa maman. Et puis, à un moment, elle va décider de partir à la recherche et savoir en fait qui était ce personnage. Alors la première question, Christine, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de partir dans cette quête ? En fait, je pense qu'il y avait 2 moteurs en fait pour partir justement dans cette recherche. Le premier moteur, c'était d'avoir des enfants qui grandissaient et qui se retrouvaient amputés en fait d'une mémoire familiale. Et avec ce poids d'un secret et d'un silence, parce qu'effectivement, moi je ne savais absolument rien de ma mère, je savais juste que la maman qui m'avait élevée n'était pas ma première maman, et puis les enfants grandissaient sans le savoir. Donc ça a été le premier moment de se dire, voilà, pour eux, eux et elles, il faut qu'ils sachent qui était leur première grand-mère. Et puis le deuxième moteur, ça a été peut-être moins intime pour le coup, ça a été aussi de se dire, alors que voilà, dans mon métier, je travaillais sur le silence imposé aux femmes, voilà, l'éviction des femmes de l'histoire de la littérature, etc. Se dire que dans mon histoire à moi, avec un petit H, il y avait une femme dont on ne parlait pas. Donc ça a été vraiment à la fois ce moteur intime et puis pour le coup plus social aussi qui m'a fait me mettre en quête. Alors c'est une quête aussi pleine de surprises, puisque vous imaginez votre mère qui ressemble peu ou prou à Françoise d'Orléac. On va voir si c'est la vérité ou pas, si c'est vrai. Est-ce que ça a été difficile justement de retrouver tous les témoignages Comment vous y êtes-vous pris finalement ? Alors en fait comme une détective un petit peu, que, voilà, en cherchant d'abord dans les archives. Alors moi j'avais jamais travaillé en archives, donc chercher dans les archives et puis après de fil en aiguille aller trouver dans les archives une liste d'anciennes camarades de classe et remonter comme ça de retrouver les gens qui auraient pu la connaître. Et puis aussi après c'était vraiment important pour moi aussi d'élargir, de se dire c'était peut-être pas seulement les gens qui vraiment l'avaient connue, mais aussi des femmes de son époque qui pouvaient me parler de ce qu'était la vie en fait d'une femme dans les années 60. Alors justement, on va voir un petit extrait d'un film qui vous a été remis où vous voyez finalement votre maman pour la première fois.
Alors, quel effet ça fait de voir sa mère pour la première fois quand on est déjà adulte? C'était, en fait, c'était à l'image un peu de toute l'enquête. C'est que ça a été des émotions mêlées pendant les 4-5 ans qu'ont duré l'enquête. Et le moment de ce film, c'était très particulier parce que c'est un ami de mon père qui l'avait amené. Ne sachant absolument pas le secret, le tabou qu'il y avait autour de cette histoire. Et donc, on l'a projeté dans la chambre de mes parents, parce que c'était le seul endroit de la maison où il y avait un mur blanc. Et donc, j'ai vu ce film, mais avec mes parents, mon père et ma deuxième mère qui étaient là. Donc, il y avait à la fois cette émotion de la découvrir, de la voir. Alors, j'avais eu des photos, mais de voir un corps en mouvement, de voir un sourire, les sourires sur les photos, c'est pas les mêmes sourires que dans les films. Et en même temps, je me sentais sous regard de mon père, alors que j'imaginais, sans doute qu'il ne me regardait pas regarder, mais je me sentais regardant, en fait. Et donc, c'est après, en fait, où j'ai filmé le film et je l'ai regardé. Et là, effectivement, je l'ai complètement... je me le suis approprié. Et en plus, voilà, avec ce côté Super 8 qui est très propice à la nostalgie, où j'ai l'impression qu'elle me parle de là où elle est, quoi. Vous voulez bien nous en lire un extrait? Alors. J'avais oublié. Toujours la page blanche, l'effacement. L'interdiction réitérée de se souvenir, d'imaginer. Choisir son camp dans un jeu où l'une des parties n'a pas son mot à dire. Je n'ai pas imaginé. Je ne me suis pas inventé des souvenirs, c'était interdit. Il ne restait alors que l'éclat de rire de Françoise d'Orléac, cette sublique dans le regard de Nathalie Wood, un profil de montagne où se découpe une silhouette de femme, près de la rivière où se sont écoulés tous mes étés, les envolées des chansons de Barbara, pour non pas l'imaginer, mais d'une certaine façon sentir sa présence. Et même quand je la détestais, même quand je la reniais, patiente, elle m'attendait. Au cœur des musiques qui creusaient un vide en moi, dans le scintillement argenté de l'eau, le froufroutement doré des feuilles d'automne, la murmuration magique des oiseaux, les portées d'hirondelles sur les fils électriques les soirs d'été, comme la partition d'une musique oubliée. Les bruissements d'ailes et les arrêts de volée en forme de jeunes femmes chapeautées, qui me faisaient rêver quand j'étais petite. La joie douce amère des comédies musicales de Jacques Demy, la poésie. Alors, avis aux amateurs de secrets de famille, ce livre est poignant, émouvant, et vous me le refermerez avec vraiment l'envie de connaître cette mère disparue. Merci. Alors, on va passer à un tout autre genre avec Alexandre Garabédian. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors, vous nous racontez finalement une France qui pourrait être finalement la nôtre, mais quand même très caricaturée, avec un personnage qui s'appelle Hugo Théo et qui, en fait, a pour ambition finalement de changer le monde aux côtés du cabinet dans lequel il officie, on va dire, qui est un cabinet de consultants. Et le gouvernement en place confie à Hugo Théo la mission d'éradiquer la pauvreté. Alors c'est un vaste programme. Alors moi, la première chose que je voulais vous demander, c'est ce titre, La Compromission, parce qu'il m'a intrigué ce titre. La compromission, c'est d'abord celle du personnage et de son entourage, un personnage qui est pris dans un projet dont les finalités lui échappent et dont il va découvrir au fil de l'intrigue et assez rapidement parce qu'elle touche aussi, le projet touche aussi sa famille, il va en découvrir toutes les composantes et devoir les assumer jusqu'au bout. Mais c'est aussi plus largement la compromission, l'état d'esprit un peu de la société dans laquelle on vit. Si on s'intéresse à l'histoire avec un grand H, ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir comment des groupes humains, à un endroit donné ou à une époque donnée, s'accommodent du pire et arrivent à accepter l'inacceptable. Et c'est aussi ça que j'ai voulu décrire à travers ce livre. Et cet état de somnambulisme de la société dans laquelle on vit et qui me frappe, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on voit arriver des murs assez régulièrement. Il y en a peut-être un beau qui nous attend l'an prochain. Et les gens restent quand même sans réaction. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, ce Hugo Théo, il vit dans un tout petit appartement, il est limite presque, enfin misérable, j'exagère, mais à peine finalement. Et je me suis demandé, est-ce que vous avez vraiment voulu faire une critique de la société? Est-ce que c'est pour essayer, est-ce que c'est une réflexion sur la société? Est-ce que vous avez envie, vous, de changer le monde?
C'est en tout cas le reflet de notre société. Vous avez dit caricature, moi je pense qu'on est quand même entouré dans l'espace public par des caricatures. On est un peu cerné. Donc ce qui m'intéressait de décrire, c'est vrai que je parle de milieux qui se prêtent assez naturellement à la satire. Le pouvoir politique, les cabinets ministériels, le monde des affaires, les consultants, des banquiers, des financiers, des grands patrons, le monde médiatique aussi, puisqu'il en est question dans le livre. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment une caricature. Enfin, c'est en tout cas le reflet des excès de notre société. Et alors, ces excès de notre société, vous les montrez aussi à travers un style tout à fait particulier, tout à fait intéressant, un style très vif, très incisif, que personnellement j'ai vraiment adoré. Donc voilà, comment on s'y prend pour écrire pour écrire un livre sur notre société tel que vous venez d'en parler, et se dire, bah, tiens, je vais utiliser tel style. Comment ça se passe ? Déjà, ça se passe que je n'arrive pas tellement à écrire autrement. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, en fait, c'est que je pense qu'on vit malgré tout dans une époque formidable, en tout cas extraordinaire au sens littéral du terme. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu, par exemple, depuis 1 an, n'arrive qu'une fois par siècle. On voit bien qu'on est arrivé à un point de rupture dans la manière dont l'homme interagit avec son environnement, interagit avec la technologie, avec les autres hommes et femmes. Et donc, pour moi, il est assez naturel que l'écriture se mette au diapason de l'intensité de ce monde. Alors, si je racontais l'histoire d'une bourgeoise qui rencontre un ouvrier dans un café tous les matins et qui ne se disent pas un mot, j'écrirais sans doute autrement. Et pour compléter votre question, on sait aussi tout ce que cette intensité a de factice. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi introduire dans le livre un peu de dissonance, avoir du sous-texte, des commentaires, des incises, un point de vue un peu dissonant, parce que je ne voulais pas que la lecture soit totalement agréable, parce qu'il est quand même question dans le livre de choses assez désagréables. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous écoutez du rock progressif. Le rock progressif, vous avez des plages très longues, ça dure 10-15 minutes, c'est très lyrique. Et puis d'un coup, le style, la musique s'arrête, les musiciens accélèrent, ils commencent à jouer faux, vous entendez des bruits bizarres, et ça crée une ambiance un peu inquiétante et plus complexe. En tout cas, moi je trouve qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, et grâce à ce style, en fait, on est vraiment happé par l'histoire. On se demande, extrêmement original. Enfin, moi je pense que c'est un livre qui va effectivement marquer cette rentrée, en tout cas je l'espère. Et si vous voulez bien nous en lire un extrait pour que les auditeurs puissent en juger par eux-mêmes. Alors, un extrait où il n'y a pas trop de harangue et d'incises. Ainsi trimaient-ils tous les deux, François Marc-Antoine et lui, hôtel de Matignon, sous les lustres royaux d'une république aux abois, dont il avait pu contempler depuis l'enfance le lent naufrage. Rongée par la rouille de la démagogie, elle avait végété dans le souvenir de sa gloire, pendant que ses forces vives s'atrophiaient peu à peu, jusqu'à se réduire aux yeux du monde à un aimable parc d'attractions. Les deux hommes promenaient leurs silhouettes sombres de salon en salon, de couloir en couloir, et les parquets grinçaient à chacun de leurs pas. Le gouvernement Chavancy les avait mandatés pour mettre en branle son grand œuvre, éradiquer la pauvreté, extirper des franges urbaines la misère, la faim, tâche honteuse au front de la France conquérante. Merci. Moi je voulais juste ajouter un tout petit mot de l'éditeur. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi ces deux textes, un peu sur le making-of aussi. Christine a publié déjà aux éditions de Noël, et quand elle nous a livré ce manuscrit, on a été bouleversés, tout de suite saisis par l'intensité du texte et aussi par son caractère romanesque. C'est-à-dire que Christine a réussi à faire le lien en fait entre ces deux spécialités, qui sont à la fois le roman, puisque vous en avez déjà écrit, et la sociologie, l'enquête. Donc c'était tout à fait bouleversant, et on a vu aussi ce geste généreux, de nous donner cette histoire qui est le grand secret, la grande histoire. Donc c'était on a tout de suite été convaincus. Et quant à Alexandre, c'est un manuscrit qui nous a été donné, et là, en fait, c'était au premier paragraphe. En lisant ce premier paragraphe que je vous recommande, on est attrapé, c'est d'ailleurs le sujet même du paragraphe, on est attrapé par cette plume
assez incroyable et qui est tendu, qui tend le livre jusqu'à la fin dans un arc avec une intrigue très soutenue. Mais c'est vrai que voilà, je vous conseille vraiment la première page et vous serez pris. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les deux de vous être prêtés à l'exercice. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez donc par chat et tout à l'heure Alexandre et Christine nous pourront répondre. Et on passe maintenant à la littérature étrangère avec Cristina Morales. Oui, alors avec Cristina Morales, nous allons partir à Barcelone, dans un appartement qui est partagé par 4 jeunes filles, jeunes femmes, qui ont pour particularité d'être déficientes mentales. Cristina, con Lectura Fácil has ganado el premio Herralde de novela. Vamos a ponernos en situación. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen estas 4 mujeres que protagonizan tu novela Marga, Nati, Patri y Ángeles? Ángeles, que tiene un nombre oscilante entre Ángeles, Angelita, Ángels y María dels Ángels. Son 4 parientas unidas por su discapacidad intelectual, según las ha catalogado la administración pública, las administraciones público-privadas. Y comparten un piso tutelado en Barcelona, en la Barceloneta, para ser más concreta, pero ya procedían de un origen familiar común. Es una novela que tiene diversos registros narrativos. Tenemos a Ángeles o Ángels, que está escribiendo una especie de novela biográfica con el sistema de lectura fácil. Hay también una declaración en el juzgado ante la juez, porque se está hablando de esterilizar a Marga, porque es una mujer que vive muy libremente su sexualidad. Hay también un fanzine. En fin, hay muchos registros. ¿Te sirven para poder dar más verosimilitud a la voz narrativa de cada una de ellas, que es algo muy importante en la novela? Claro, esa es la función que cumplen los diferentes registros. Existe algo en la cultura que es el de tratar a todas las personas que han sido, debo insistir, administrativa y mercadotécnicamente tratadas como personas con discapacidad, en entender que son personas homogéneas, ¿no? Que piensan igual o que sienten igual o que tienen las mismas opiniones acerca del mundo. Entonces, el hecho de tener diferentes registros me ayudaba en primer lugar a diferenciar y hacer un acto de justicia, de crear personajes diferentes que no por estar clasificados médicamente se comportan en la vida igual. Y en segundo lugar, pues también me permitía a mí misma como autora algo tan importante como es no aburrirme mientras escribo, ¿no? Encontrar en cada registro una motivación y una fuente de placer, de investigación y de indagación de mis posibilidades como autora. Dorothée, ce livre a eu un très bel accueil critique lorsqu'il est paru en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de cet accueil? Oui, c'était un accueil critique et aussi succès de librairie, puisqu'on est à près de 50 000 exemplaires ont été vendus du livre. Il a reçu 2 très grands prix espagnols de littérature, vendus dans, je pense, 7 ou 8 pays. Et alors, c'est le 4e roman de Cristina Morales, mais le premier qui est traduit en français. On est très fiers de faire découvrir cet auteur. Une autre grande auteure ou autrice barcelonaise, c'est Virginie Despentes, par adoption en tout cas. Et quand elle a su, donc elle connaissait très bien ce livre, qui lui ressemble par certains aspects. Et donc quand elle a su qu'il allait être publié en français, elle nous a envoyé un mail enjoué. Elle était très contente que cette autrice puisse être découverte. Et en fait, pareil à la lecture, en fait, dans la langue espagnole, on a vu que c'était une langue unique, et puis donc avec une construction comme ça avec les quatre personnages, plus le thème de la lecture facile, et qui est aussi très très intéressante sur le dispositif littéraire. Le plus saisissant, en fait, on commence à lire, on se dit il y a un truc un peu bizarre qui se passe, et on comprend petit à petit qu'en fait on est dans la tête d'une déficiente mentale qui parle à la première personne. Donc ça accroche tout de suite, et c'est un des très très beaux romans. Mais c'est transgressif, c'est drôle, c'est vraiment en plus c'est la lutte contre l'oppression en fait. C'est ces quatre jeunes femmes que tout le monde veut enfermer et qui veulent absolument se libérer. Donc c'est ça qui est en effet très très plaisant. Je vous propose d'en lire un extrait. Vous allez vous rendre compte. Je m'appelle Gary Garay.
Et le cas que je viens soumettre au bureau des squats est le suivant. Au numéro 1 de la rue Carmen Amaya, appartement numéro 1, deuxième étage, quartier de la Barcelonera, vivent 4 parentes en situation de handicap intellectuel. La moins handicapée des 4 est aussi celle qui regarde le plus la télévision. Elle a un téléphone portable plus élaboré que les autres et 40 maigres % de handicap correspondant à 189 non moins maigres euros de pension. C'est elle qui commande, bien que les 3 autres l'ignorent assez souvent. Ces 3 autres qui sont organisés selon une hiérarchie variant en fonction de leur entêtement et de leurs habiletés psychomotrices. Celle qui marche le plus droit et avec le balancement de bras le plus rythmé, ce n'est pas la moins handicapée des 4, car la moins handicapée est obèse, ce qui la fait marcher en tangant, le bras le long du corps. Celle-là a le pouvoir de stopper les 3 autres dans la rue, s'il faut par exemple changer de trottoir, ou si elle-même ou une autre souhaite s'arrêter pour regarder une vitrine. Donc vous voyez, le style est quand même très enjoué, on va dire, et très plaisant. Après Cristina Morales, les éditions de Noël nous proposent un nouveau cycle de l'écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard. Alors Knausgaard, vous le connaissez probablement par le cycle par lequel il racontait sa vie. Il a eu d'ailleurs le prix Médicis, Essai, l'année dernière. Essai. Voilà, l'année dernière. Et là, donc, il commence un nouveau cycle. Voilà, c'est le Quatuor des saisons. Et donc peut-être c'est lui qui va nous en parler précisément. Et lui aussi a une adresse voilà, qui vous est directement destinée. Now comes a new book titled Autumn, written as a letter to his unborn daughter, with short essays describing the world she'll be born into. Karl Ove Knausgaard joins me now, and welcome to you. Thank you. So after this enormous undertaking of the 6 volumes, you write a more quiet book, Letters and Thoughts to Your Daughter. Were you trying to narrow things down? Very much so. I mean, my struggle is very much about my interior life and about psychology and relations and inner turmoil. And I just lifted my gaze and wrote about the opposite, which is what's outside of me and what's in the world. And at the same time, we expected a child. Mm-hmm. And I just wanted, to write about the simple things, the simple pleasures of life and the world to her. What did you want to tell her? I mean, you say, I want to show you the world as it is now. Yeah. What did that mean to you? It's not the big stuff. No. It's very much the small stuff. Yeah. It is many of the insignificant things I'm writing about. For instance, toothbrush or toilet bowl or a glass of water, but also the sun and the moon. And it is kind of, I wanted the feeling, to see the complexity of the world and that everything is somehow valuable. I mean, this is maybe a bit naive, but that's what I want to present to her. That there's value in the banal or the everyday. Yes, and the thing is that when you grow up, it's like you lose sight of the world, It's kind of an automatic, how everything works, and you stop seeing it, And I think I kind of wanted to transform myself into a child almost and try to see the world as it once were, new and open and fresh. Somehow these are 4 books, so this is the first, and it goes through the seasons. And I also wanted to establish some kind of trust in the world, to her. Uh-huh. And that's a very important part of it. Yeah. And I wanted to ensure her that is also part of life. The darkness and the dark thing also is a part of life, and try to lay everything open, so to speak. In my struggle, everything, as you said, was so introspective, and you have said that you wrote this because you were tired of introspection. You wanted to get away from yourself in some way? Yeah. Exactly what I wanted. And it is also interesting because if you follow a path, so in my struggle it is my father and my father's death and my relationship to him. Yeah. If you follow that, it makes it possible to say this about the world. But at the same time, something else exists, the world and the beauty in the world is kind of a parallel existence to that. Mm-hmm. And through this form, I could talk about that instead. And that is the magic of literature and of literature form, that
things appears in them that you don't think of before you start to write. But if you do it this way, then things in the world start to appear in front of you, and I think that's why I write, because I love that experience. Hello, I'm Karl Ove Knausgård, and I got a new book out in France the 1st of September, published by De Noël. It's called Autumn. And it's the first book in a quartet of books, which has a seasonal subject. But I would also like to thank you all for the amazing work you have done on my previous books, which is called My Struggle, and it was 6 of them. And I'm very, very happy for the work you did. And I hope you will like the new book. Thank you. I've always been intrigued by painting, always loved painting and loved art. And I thought, how can you do the equivalent in writing? Yeah, well, it will be poetry then, but I can't write poetry. So I see that this text is to me, like paintings. And then I thought, why not invite some artists I really love and see what they will do and what take they will have. So in this first book, it is Vanessa Baird, a Norwegian contemporary painter, which I think is great. And so that was just, fun basically for me. Dorothée, je pense que ce livre va connaître un très beau succès en France. Déjà, il a eu un très bel accueil à l'étranger. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est le premier tome d'une série. Alors c'est un dispositif un peu particulier puisque c'est le Quatuor des saisons. Et que, voilà, chers amis libraires, vous aurez à défendre tous les 3 mois un nouveau Knausgaard dans l'année. En automne, maintenant, ensuite en janvier, vous aurez en hiver, et puis au printemps et l'été pour le mois de juin. Chaque livre, chaque chapitre de chaque livre, c'est un mois. Voilà, et on accompagne comme ça l'enfant à naître. Donc ça, c'est tout ce dispositif. Mais en revanche, par rapport à mon combat, ce sont des livres courts, si ça peut rassurer certains. C'est des livres de 200-250 pages qui ont chacun une forme particulière et qui sont chacun illustrés par des, comme vous l'avez entendu, par des très grands peintres. Voilà pour le dispositif, et en effet, celui-là est tout à fait poignant puisque c'est des petits tableaux dans lesquels Knausgaard raconte comment, à sa fille Annette, comment le monde est merveilleux, et aucun sujet donc n'est ni trop petit ni trop vaste pour échapper à son attention. Voilà, et on reconnaît bien le Knausgaard qu'on aime, le Knausgaard du combat, mais ce serait un Knausgaard plus tendre, dirons-nous. Alors justement, je vais vous lire un extrait. Donc le chapitre est intitulé « Les pommes ». Enfant, très tôt, j'ai commencé à manger les pommes dans leur intégralité. Je ne me contentais pas de leur chair. J'avalais aussi le trognon, les pépins et la queue. Non parce que c'était bon, je crois, ni parce que j'étais conscient qu'il ne fallait pas gaspiller, mais parce que manger le trognon et le pédoncule contrebalançait le plaisir. C'était une sorte d'effort, mais dans un ordre inversé. D'abord la récompense, puis l'effort. Aujourd'hui, il ne me viendrait pas à l'idée de jeter le trognon. Et quand je vois mes enfants agir de la sorte, il leur arrive de se débarrasser d'un fruit dont ils n'ont consommé que la moitié, je sens l'indignation m'envahir, mais je ne dis rien, car je veux qu'ils profitent de la vie, qu'elle leur paraisse généreuse, facile. C'est pourquoi mon rapport aux pommes a aussi changé. Et ce changement n'est pas dû à une volonté de ma part, mais au fait, je crois, d'avoir vécu et acquis une plus ample compréhension des choses. Je sais désormais que ce n'est pas le monde en lui-même le problème, mais le regard que nous posons sur lui. D'un côté, il y a ceux qui se dérobent à la vue, de l'autre, ceux qui s'exposent au grand jour. D'un côté, il y a l'effort, de l'autre, la liberté. Merci Nathalie. Et maintenant, il y a, je crois, quelques questions qui sont arrivées pour nos auteurs. Oui, pour nos auteurs ici présents. Première question. Vous parlez d'enquête pour décrire ce texte. Y a-t-il eu des moments de découragement ou même des envies d'abandon ? Oui, forcément, parce que c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup d'émotions mêlées. Et les moments de découragement, ça a été, le premier moment, ça a été de se rendre compte qu'il y avait des choses qui échappaient
voilà, où j'arrivais pas, j'ai jamais retrouvé sa meilleure amie. À un moment, j'avais la piste d'un curé qu'il avait bien connu. J'ai trouvé un homonyme qui vivait à côté de chez moi. Je me suis dit, mais c'est trop beau. Et ben non, c'était pas le bon, et le bon était mort. Donc là, voilà, là j'en plaisante, mais sur le moment, il y avait vraiment des grosses déceptions. Puis de façon plus générale, en fait, à avancer, il y a par exemple, on me dit qu'elle riait très fort. Le rire, je l'entendrai jamais. Enfin, le Super 8 que vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas la voix. Et ça, je sais que je ne pourrai jamais l'avoir. Alors, il y a un détour. Il y a une ancienne élève que j'ai retrouvée en Tunisie, parce qu'il y a toute une partie qui se passe en Tunisie, qui se souvient de l'intonation d'une phrase. Donc ça, elle me répète la phrase. Donc voilà, j'ai glané comme ça des choses. Et puis le dernier moment de gros découragement, c'est aussi par rapport à la famille. En fait, c'est d'embarquer un frère qui n'a rien demandé dans cette histoire-là, un oncle qui n'a toujours pas fait son deuil dans cette histoire-là, un père qui a jamais voulu en parler dans cette histoire-là. Donc, il y avait beaucoup de doutes parfois. Mais je pense que cette idée que je disais tout à l'heure de lutter contre le silence des femmes, je me suis dit, mais j'ai le droit, en fait. Voilà, j'ai le droit d'écrire sur elle et j'ai le droit de lui donner finalement ma voix à moi. Voilà. En tout cas, c'est vrai que vous la faites vraiment revivre à travers vos mots et c'est quelque chose de très émouvant. Merci. Alexandre Garabédian, votre roman s'apparente à une dystopie. Quelles influences revendiquez-vous de ce côté ? Alors, c'est effectivement une dystopie. C'est pas parce qu'on est chez De Noël, mais dans mes jeunes années, j'étais un gros lecteur de la collection Présence du futur, et donc évidemment science-fiction. Alors dans cet univers-là, il y en a un qui les dépasse peut-être tous, c'est Philippe K. Dick, puisque alors lui fait, je sais pas s'il a fait des dystopies ou des uchronies, et puis on vit quand même beaucoup dans le monde qu'il a décrit, en l'anticipant de 40 ou 50 ans. Après, dans les autres formes d'influence, alors il y en a une, et notamment peut-être aussi dans la forme, et c'est Witkiewicz, donc le dramaturge polonais qui a écrit dans l'entre-deux-guerres, qui a écrit notamment un livre qui est assez difficile à lire d'ailleurs, qui s'appelle L'inassouvissement, où il imagine que les Chinois vont envahir la Pologne. Voilà, à l'époque c'était le fantasme des années 20, et donc ça a été aussi une lointaine influence. Et alors moi j'ai une dernière question du coup. Est-ce que vous allez continuer dans cette même veine, ou est-ce que c'est vraiment vous avez le sentiment d'avoir tout dit entre guillemets avec ce livre ? Je ne crois pas qu'on puisse avoir tout dit, mais je ne pense pas continuer dans la veine dystopique en tout cas. Voilà. C'est clair. Eh bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette présentation de rentrée littéraire. Merci beaucoup Nathalie Iris, merci à Alexandre Garabédian et à Christine Lettré. Et surtout, merci à vous d'avoir prêté votre attention et bonne lecture.